Je suis vraiment très heureuse de vous présenter un livre, Femme atypique, écrit par une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie et que je sais que vous appréciez aussi parce que vous avez déjà témoigné de cela. Élodie Crépel, psychanalyste, médiatrice familiale, spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Élodie, qu'on va retrouver. Moi, j'ai envie de te poser une première question, Élodie, c'est mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre et plus particulièrement un livre sur les femmes? Ah bah, alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, je suis suivie, sur mes réseaux et notamment sur Instagram par beaucoup de femmes. C'est la majorité des personnes qui me suivent, ce sont des femmes et c'est vrai qu'il y a des problématiques qui reviennent beaucoup, de manière récurrente et je me rends compte que les femmes ont des problématiques spécifiques. Non pas que les hommes n'en ont pas, bien sûr. Mais plus effectivement j'accompagnais ces femmes et plus je me disais: «Mais c'est fou, elles ne peuvent pas trouver leur réponse parce qu'elles n'y sont nulle part». Parce qu'aujourd'hui, en fait, le domaine de l'atypie au sens large, eh bien, il est souvent en fait biaisé, par une vision finalement peut-être un peu plus masculine, un peu plus genrée et au final, on ne parle pas de certaines particularités et c'est vrai que j'ai pu développer ça, moi, dans les coachings, dans les accompagnements, dans les médiations que j'ai fait et je me suis dit: «Mais il faut absolument, finalement, à un moment donné, tourner ça dans un livre» et je pense effectivement que la montée du féminisme actuel le permet aussi. Peut-être que ce livre, il aurait été trop novateur il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, finalement, eh bah, il est sorti il y a même pas une semaine et il est déjà en réimpression parce que, bah, ça Ah ouais. parle aux femmes. Ouais, ça leur parle et je pense qu'il arrive à un moment T où elles aussi, elles ont envie peut-être de dire: «Beh, je suis atypique et j'ai envie de l'assumer, en fait et j'ai envie en tout cas que ça de développer ça encore plus». La difficulté première, je pense, des femmes, c'est se légitimer et même se légitimer dans le fait de se poser la question: «Est-ce que je suis atypique?» et ça ne loupe jamais. C'est-à-dire que le nombre de femmes qui disent: «Mais non, mais je suis pas pertinente pour me poser cette question, mais comment je peux oser même y penser?» et ça, c'est très féminin pour le coup. On le retrouve beaucoup moins chez les hommes. Il y a quelque chose, par exemple, qui est très significatif, c'est que beaucoup de femmes viennent à moi par le biais de leurs enfants, quand elles sont Mmh mh. mères. Mmh. Elles ont découvert, tu vois, l'atypie de leur enfant et du coup, ça les a un petit peu questionnées sur elles parce qu'elles se voient à travers leur enfant. Mais ça ne loupe jamais, par exemple, lorsque, voilà, le professionnel dit aux parents ou à la mère, «Votre enfant est, ceci ou cela, est-ce que le papa ou vous?» probablement et alors à chaque fois, Oui. la femme Ah répond: oui, le papa! c'est ça doit être forcément le papa, exactement. Et ça, on le retrouve pas chez les hommes. C'est Mmh. comme une fois, par exemple, la le test passé, tu vois, par exemple, le test de douance, chez les hommes, on ressent alors je vais faire c'est pas une généralité, mais on va dire que c'est une majorité. Ils vont ressentir un soulagement parce qu'ils ont un début de réponse, même si après ça ne suffit pas, bien sûr, pas toujours. Mais les femmes, pas du tout. Elles sont souvent beaucoup plus perdues, elles vont avoir beaucoup plus de mal à l'accepter, ça va prendre beaucoup plus de temps, en fait. Même elles vont passer et je le sais parce que moi-même je suis passée par là, par ce moment de déni, en fait. Mmh. C'est comme s'il y avait une période de deuil avec les plusieurs étapes avant l'acceptation de leur atypie. Donc on voit que ça remue beaucoup plus les femmes et je le vois, les personnes qui osent acheter le livre, elles me disent: «C'est un grand cap pour moi» et je trouve ça très symbolique, pourtant ce n'est qu'un livre, tu vois? Des Ou bien frissons en t'entendant, ouais, oui. Mmh mh. c'est ça et ou bien c'est ce que je leur dis: «Si vous osez pas le faire pour vous», ce que je peux entendre parce qu'elles peuvent ne pas être prêtes, alors offrez-le à une femme atypique que vous connaissez. Parce que ça peut être un beau cadeau à lui faire, mais souvent j'aime bien parce qu'elles vont dire: «Je l'ai offert, c'était pour ma sœur, mais je l'ai quand même feuilleté avant». D'autant que ce que tu dis, en femme atypique, le monde n'a jamais eu autant besoin de vous. Trop peu de femmes osent rêver grand et sortir des sentiers battus par empathie, Mmh. par illusion, même par fatigue émotionnelle, hein, c'est clair. Elles préfèrent laisser leur place. Moi, je dis ne pas occuper leur place. C'est quelque chose qui vraiment me touche et ça illustre ce que Mmh. tu viens de dire, hein, parce que ça peut faire peur de cette Alors puissance féminine. Mmh mh. ouais, tu remarqueras et je pense que tout le monde peut faire le constat qu'en entreprise, les femmes, c'est souvent la deuxième place. C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, bien sûr, elles sont souvent le bras droit incroyable, en fait, d'un homme.
elles font souvent mais plein de choses. C'est incroyable la charge mentale et toutes les occupations qu'elles font, et même elles vont au-delà de leur mission en entreprise. Mais elles ne seront pas en fait en première place. Donc elles n'auront ni la considération sociale, ni même finalement le salaire qui va avec. Et ça, on le retrouve dès l'enfance. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes atypiques qui vont effectivement témoigner de se dire je préférais être la deuxième de la classe pour pas me faire remarquer. Ou bien pour ne pas de faire de peine à mon amie, je préférais avoir une moins bonne note qu'elle. Ce genre de choses. Et ça, on ne le retrouve pas chez les petits garçons. Ils ont moins de difficultés. Et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, beaucoup plus de petits garçons que de petites filles sont testés dans leur atypie. On remarque davantage les petits garçons que les petites filles. Finalement, elles vont utiliser toutes leurs compétences pour mettre en place des stratégies pour en fait rentrer dans la norme, pour se caméléoniser. Et c'est pour ça que dans mon livre, je parle bien du syndrome de la caméléone au féminin et non pas du caméléon. Alors, ce n'est pas une question de dire on est différents hommes et femmes, mais je pense qu'on ne peut pas nier le sexisme ordinaire dans lequel nous baignons tous et dans lequel on ne se rend pas tous compte parce que c'est pour ça qu'il est ordinaire et qui impacte quand même en fait notre propre vision des choses. Et donc forcément, dans le monde du travail, ça se voit. Et tu vois, je vais paraphraser Fabrice Michaud, qu'on connaît bien toutes les deux, qui parle de la femme surdouée comme une double peine. Mmh. Moi, pour la femme atypique au travail, je vais parler de triple peine. Parce que c'est une femme, elle est atypique, et en plus dans le monde du travail. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, les différences entre les hommes et les femmes sont très marquées et marquantes. Et il y a vraiment une croyance collective aussi par rapport aux femmes. Moi, j'entends régulièrement, récemment, je l'ai assez bien entendu, j'étais surprise parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir été élevée comme ça, en disant, «C'est fabuleux ce que tu fais et en plus en tant que femme». Ah bah, Ouais. je suis une femme et alors quoi, tu vois? Je veux dire, Voilà. hein? Mais donc c'est vraiment dans l'inconscient collectif aussi, hein. Mmh. Mais c'est vrai, d'une certaine manière, c'est vrai. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, être chef d'entreprise en tant que femme, être à son compte, réussir professionnellement, eh bien, il y a quelque chose, il y a un malaise, quoi. Il y a un malaise par rapport aux femmes, par rapport à ça. Et je pense que, justement, on retrouve quand même chez les femmes atypiques cette envie de se révéler, cette envie chez les atypiques, enfin, tu dois le voir toi aussi, bien sûr, mais ce côté, où on a envie de changer le monde. Alors, Oh oui. sans prétention, mais de donner du sens dans ce qu'on fait. Qu'importe ce qu'on décide de faire, bien sûr. Et même si on décide de ne pas travailler, il y a absolument aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment de se dire: «J'ai envie de me donner». Et en fait, il y a une frustration de sentir qu'on ne peut pas. Il y a un blocage et on n'arrive pas à le voir et du coup, eh bien, on a tendance à se remettre en question ou à se replier sur soi, à se dire: «Je n'ai pas la place, en fait, donc je fais quoi?» Et c'est vrai que chez les atypiques, ça a quand même pas mal de conséquences négatives sur soi, une sorte de dépréciation sur soi. Et puis, on va se refermer, on va pas pouvoir s'épanouir et ça peut générer un burn-out, de la dépression, ce genre de choses que tu connais bien et dont tu parles bien aussi. Alors tu nous parles de femmes atypiques, j'ai entendu que tu parlais de surdouées, on n'a pas nommé encore. Est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent ce que tu Oui. mets dans ce côté atypique? Alors, bon, effectivement, tout le monde est atypique, dans le sens où tout le monde est singulier, on est d'accord. Là, le terme, c'est une diminution du terme neuroatypique, qui signifie effectivement qu'on a un fonctionnement, du cerveau neuronal qui est différent d'une norme donnée. Si norme, il devrait y avoir. Bon, ça encore, c'est un autre sujet. Mais du coup, scientifiquement, on se rend compte que si on fait par IRM, par exemple, il y a des cerveaux qui fonctionnent de manière différente. Et donc, on y met toutes les neuroatypies possibles. Donc, dedans, il y a la douance, donc le fait d'être surdoué au potentiel intellectuel. Il y a l'hypersensibilité que nous, on va plutôt nommer comme haute sensibilité ou haut potentiel sensible dans le domaine un peu plus professionnel. Mais il peut y avoir les troubles 10, le TDAH, donc le trouble de l'attention de l'hyperactivité, et ou sans hyperactivité, et le spectre autistique, aussi large soit-il. Alors, je vais là, vraiment, dans ce livre, je développe beaucoup plus ce qui est du domaine de la douance, de l'hypersensibilité. Je suis formée au TDAH et à l'autisme, donc j'en parle un petit peu et il y en a dans le chapitre. Mais je pose pas d'étiquette, parce que finalement, les personnes neuroatypiques, souvent, elles ont plusieurs atypies. En réalité, c'est rare d'en avoir qu'une seule. C'est possible, mais ça s'imbrique et des fois même, ça se cache les unes avec les autres. On ne se rend pas toujours compte. Donc je parle d'atypie au sens large. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais si on va un petit peu plus loin, les grandes problématiques que tu rencontres, qui sont rencontrées pardon par les femmes atypiques dans le monde pro, qu'est-ce que tu dirais?
Alors, ça va revenir un peu à ce que je disais, mais je crois qu'il y a un problème de légitimité et encore plus dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'elles osent pas, en fait, déjà parce qu'elles font face souvent à de l'incompréhension, à du jugement, à des phrases qui sont assez clichés et qui reviennent souvent lorsqu'on entend les témoignages de l'hystérie, de: «Est-ce qu'elle a ses règles? Ça doit être hormonal». Alors ça, bon, hein, voilà, mais c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. Mais du coup, le fait qu'elles, font face à en fait, elles sont obligées de prendre avec beaucoup d'ironie, ce qui est fait finalement du domaine, de l'intolérance par rapport à leur genre. Et donc, elles doivent fournir 2 à 3 fois plus d'efforts pour démontrer qu'elles ont en fait, leur place. Et donc ça demande une énergie considérable pour en fait s'adapter, voire se suradapter. Une énergie que si on met dans un domaine, on ne peut pas le mettre ailleurs, hein. On est tous des êtres humains. Il faut s'imaginer, une jauge d'énergie à 100. Si vous mettez 80 dans votre, là-dedans, dans les relations sociales dans votre travail, forcément, j'ai envie de dire, il reste 20 pour tout le reste de votre vie. Donc elles sont beaucoup plus soumises, finalement, d'une certaine manière, à des choses un peu difficiles comme le perfectionnisme. Et je rappelle que ce n'est pas du tout une qualité. Les gens perfectionnistes en souffrent énormément. C'est très compliqué d'être perfectionniste. Et le monde du travail nous pousse là-dedans. Ce sont souvent des personnes avec une grande exigence personnelle, parce que c'est quand même différent du perfectionnisme, l'exigence personnelle. Ce qu'on retrouve beaucoup plus chez la femme que chez l'homme atypique. Donc, il y a quand même ce côté de je me fixe en fait un objectif, mais alors même que je ne suis pas très loin de cet objectif, hop, il remonte. Donc, c'est comme si elle ne l'atteignait jamais, ce qui peut générer beaucoup d'épuisement et encore une fois, en fait, un manque de confiance en elle, ce qui, du coup, nourrit, et alors là, on est un cercle vicieux, cette légitimité à se poser la question, mais est-ce que je suis atypique? Parce que finalement, mais je fais rien d'exceptionnel, moi. C'est toujours finalement ce cercle vicieux. Donc, il y a une méconnaissance de soi, et cette méconnaissance fait qu'elles ne peuvent pas développer leur potentiel, elles ne peuvent pas l'exprimer, elles ne peuvent pas communiquer en plus sur leur particularité, mais en plus, eh bien, elles vont être finalement un peu bloquées dans un moule qui ne leur correspond pas. Et en plus, elles vont avoir une dépréciation d'elles-mêmes, alors même qu'elles font tous ces efforts et beaucoup plus que les autres pour essayer de s'adapter. Alors après, ça dépend de la culture dans laquelle on est, ça aussi. C'est vrai que j'habite aujourd'hui au Royaume-Uni et je vois bien que la culture est totalement différente et notamment sur la multipotentialité. En France, bon, parce que de base je suis française donc je connais plus cette culture-là, c'est dans le CV, si on part un peu dans tous les sens, c'est vrai qu'en France, on va être vu comme plutôt instable. Mmh. Voilà, c'est bizarre, pourquoi vous êtes allé là, puis ça, bon, c'est pas très voilà. On est un peu dans cette culture, de l'élitisme, du fait de devoir, être expert dans un domaine. Alors que la multipotentialité, par exemple, et j'en parle dans mon livre, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va toucher beaucoup de domaines, on va se passionner sur plein de domaines et on peut être expert dans plusieurs domaines. Mais selon la culture dans laquelle on est, ça peut être vu plus ou moins positivement. Et ça impacte aussi sur notre vision qu'on a de nous-mêmes, forcément. Si vous faites face sans arrêt à des personnes qui disent «Ben, c'est un peu bizarre, pourquoi tu fais tout ça? Il n'y a rien qui te plaît vraiment, il n'y a rien qui te passionne». Et ça crée des fausses croyances limitantes de se dire «il faut que je trouve absolument le centre d'intérêt de toute ma vie, la passion qui va me faire me lever le matin», alors qu'en fait, chez les atypiques, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc là encore, il y a plein de choses à déconstruire. Très, très intéressant. Alors, dans ton livre, tu nous parles, pardon, de 8 profils, hein, profils de femmes. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu, non pas des 8 profils, parce que sinon on n'aura plus envie de lire le livre ou au contraire, mais quels sont les profils les plus courants dans ceux que tu as, Alors, abordés? Mmh. j'ai fait des profils parce que finalement, c'est ce qui revient le plus lorsque je regarde un petit peu les femmes atypiques autour de moi. Je me suis effectivement, il y a un test en début de livre qui permet de se positionner. Je pense que ce qui est important, et c'est ce que je dis bien dans le livre, c'est que ce test, il n'est pas du tout là en fait pour poser une étiquette. Mmh. Absolument pas. Déjà parce que ça fonctionne pas les tests de personnalité chez les personnes atypiques. Si vous faites un test le matin et que vous faites le même le soir, possiblement vous n'aurez pas le même résultat. Parce qu'on évolue très, très vite, parce que, voilà, la sphère cognitive émotionnelle est extrêmement dense et intense, ce qui fait que ça va bouger. Le but étant de faire une photographie à l'instant T des peut-être des problématiques qui ressortent le plus aujourd'hui dans la sphère professionnelle. Donc si la personne fait ce test au début de la lecture du livre, et ça pourrait être intéressant de faire après à la fin du livre, peut-être qu'elle n'aura pas les mêmes résultats. Donc peut-être qu'elle aura à travailler peut-être sur d'autres choses. Et surtout, en fait, quand on est atypique, plusieurs profils se mélangent. En général, il y en a certes, là, il y en a 8, mais souvent, il y en a 2, 3 qui vont sortir un peu du lot, voire peut-être 4.
Et OK. c'est OK, et c'est normal en fait. Et là encore, j'invite finalement le lecteur, la lectrice à sortir de ce carcan justement pénible de savoir qui je suis. Ça, c'est un fonctionnement neurotypique. C'est pas du tout neuroatypique. Il faut sortir de ça. Et finalement, mon livre, il invite à ça en disant, mais vous êtes atypique. Pensez atypique. Et surtout, justement, ne vous cantonnez pas à des cadres comme ça qui sont pour les neurotypiques. Ce n'est pas fait pour vous. Donc, au lieu de chercher qui vous êtes à tout prix, puis vu que vous évoluez très, très, très vite, juste prenez la photo à l'instant T et évoluez par rapport à ça, parce que ça va bouger très, très vite. Donc, Mmh voilà. mh. Et après, les profils, alors c'est vrai que je les ai personnifiés parce que je trouvais que c'était plus important. C'est-à-dire qu'au-delà d'un syndrome, au-delà de difficultés, il s'agit des personnes. Et une personne, elle est complexe, elle est entière, elle a plein de particularités incroyables. Et donc, je voulais pas juste m'arrêter à un profil comme ça, je leur ai donné un prénom. J'invite à chaque fois en début de chapitre, dans une petite narration, pour se mettre à la place de la personne, soit pour soi, soit pour découvrir, et c'est ce que j'aime bien, c'est cette idée de se dire on peut être aussi solidaire avec d'autres femmes que l'on rencontre dans notre vie professionnelle, et de se dire mais ça me fait penser à ma collègue, ah mais c'est peut-être pour ça que ma chef elle est comme ci, comme ça, enfin voilà. Donc ça invite aussi en fait à cette ouverture et cette solidarité féminine, de comprendre qu'en fait il y en a d'autres femmes atypiques et qu'elles sont Mmh toutes mh. différentes Mmh. et elles ont toutes leurs particularités. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent maintenant, à travers ce que tu as eu envie de passer comme message dans ton livre? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as envie de transmettre? Euh, je crois qu'il faut qu'elles osent passer le cap. Je pense vraiment qu'à un moment donné, il faut oser. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'elles réalisent que leur particularité peut être un véritable atout. C'est-à-dire que je crois réellement qu'on s'est auto-convaincu qu'il fallait pas, en fait, le mettre en avant, au risque d'être rejeté, au risque de ne pas être compris. Mais en fait, c'est parce qu'elles ne le comprennent pas elles-mêmes, qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes, en fait, leur particularité, qu'elles croient ça. Ça fait un effet miroir, en fait. Parce que du moment qu'on se comprend réellement, qu'on peut mettre des mots sur des mots MAX, et donc de certaines spécificités, on peut l'expliquer aux autres. Et en fait, l'autre, il acceptera ou il acceptera pas, on est d'accord. Sauf que ça va légitimer tout le comportement. Et ça va rassurer aussi. Parce qu'il faut bien dire quelque chose, c'est que si on n'explique pas les choses, on tombe dans l'interprétation. Et dans le milieu du travail, c'est la même chose. Donc forcément, si on ne comprend pas, eh bien, pourquoi vous êtes comme ci ou pourquoi vous êtes comme ça, eh bien, on va mal interpréter. Et ça va vous faire du mal, ça va vous faire du tort. Et en plus, du coup, vous allez vous renfermer. Donc j'ai envie de dire, passez le cap, d'essayer de vous comprendre et se dire, mais je suis persuadée que je peux apporter quelque chose et que je peux faire une différence avec mes particularités dans le monde du travail aussi. Et c'est normal et c'est légitime de vouloir s'épanouir professionnellement, aussi en tant que femme. Il faut vraiment se dire ça. On a le droit d'être heureuse au travail, on a le droit de vouloir réussir. Voilà, ça n'enlève absolument rien aux autres, ni à notre féminité, absolument pas. Et bien au contraire, on a notre place, elle y est, il faut juste la prendre maintenant. Est-ce que tu as des clés, à donner, aux femmes qui nous écoutent, hein, qui peut-être ont comme tu me dis, moi ce qui m'a touchée dans ce que tu as partagé, c'est, hein, certaines ont fait une première démarche qui est d'acheter ton livre. Ah oui, totalement. Déjà pas simple, puis Ouais. après se comprendre, mais c'est déjà énorme pour certaines personnes. Qu'est-ce que ça serait après? L'étape ou des possibilités d'étapes suivantes? Alors, je pense qu'il faut se lier avec les autres femmes atypiques et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça, dans le livre, cette solidarité, en fait, entre nous. C'est de se dire: «Mais je ne suis pas seule». Donc trouver des homologues, en fait, femmes atypiques, même si on est toutes différentes, hein, nos atypies font que de toute façon on est colorées de manière différente. Mais de se dire: «Je ne suis pas seule et je peux m'inspirer et m'aider aussi de d'autres femmes atypiques». Ça peut être un tremplin, en fait, pour réaliser que oui, c'est possible. Mmh. Et après, je crois que c'est important de encore parler, parler, parler de ce sujet et de le rendre encore plus visible. Je propose à la fin du livre justement un hashtag femme atypique parce que je pense que ça peut être un cap, sur les réseaux sociaux. On sait aujourd'hui la force des réseaux sociaux parce que ça permet de planter des graines et il faut bien se dire quelque chose, plus quelque chose est visible et plus on l'accepte
Et donc, plus ça fait changer les mentalités. Donc, je crois que c'est important aussi de se dire, si vous n'arrivez pas à passer le cap pour vous, c'est pour ça, offrez le livre à une collègue, à une amie, à je ne sais pas qui, parce que peut-être qu'elle fera un petit pas pour vous, et ainsi de suite, et ça va faire une montée. Mais en fait, je suis une femme, je suis atypique, et j'ai envie de m'épanouir au travail, et c'est normal. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!